Mireille Dornano, candidate à la mairie de Grenoble, a présenté samedi sa liste aux élections municipales Mieux Vivre à Grenoble. En tout, ils sont 59, âgés de 21 à 88 ans. Nouvelle exposition au magasin des Horizons, J'ai tué le papillon dans mon oreille. Une exposition qui traite de la question écologique dans les Caraïbes. Et puis pour découvrir le ski de randonnée sans pression, les itinéraires balisés et sécurisés se multiplient. Et à Champs-Rousse, on peut même attendre la nuit pour se lancer dans les conversions. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du mardi 3 mars 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. On commence ce JT avec un braquage d'une bijouterie en centre-ville à Grenoble, au 19 rue Thiers. Peu avant 11h ce mardi, 2 personnes encagoulées ont attaqué la bijouterie Le Lys d'Or. Selon le Dauphiné libéré, la porte vitrée sécurisée a été fracturée. Le premier homme aurait plaqué au sol et aspergé de gaz lacrymogène le bijoutier, pendant que le deuxième récupérait les bijoux. Les 2 malfrats ont ensuite pris la fuite. Le bijoutier a été secouru par les pompiers, mais son état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation. La préfecture de l'Isère a officialisé les listes des candidats pour les élections municipales à Grenoble. Pas de surprise, 7 listes seront bien présentes au premier tour des élections. Alors que dans certaines communes, les habitants auront le choix entre plusieurs listes. Pour d'autres, le choix sera plus vite fait car une seule liste est annoncée. C'est donc pas de suspense à Bernin, Lamure, Herbé, Poisat, Tencin, Hautouvet, à Saint-Georges-de-Comiers, à Saint-Nazaire-les-Aismes ou encore à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Parmi les 7 listes annoncées à Grenoble, celle de Mireille Dornano, l'ex-députée européenne membre des Patriotes depuis 2017, présente cette fois-ci une liste sans étiquette. 59 personnes composent sa liste Mieux Vivre à Grenoble, allant de 21 ans pour le plus jeune à 88 ans pour le plus vieux. L'un de ses plus grands axes de campagne, la sécurité. Et pour la candidate, cela commence par un armement de la police municipale. Je suis une liste sans étiquette, une liste d'un intérêt communal avec des gens avec des compétences et c'était cela qui m'intéressait aujourd'hui. Nous avons une liste de compétences et j'espère que cette liste va faire un véritable score pour changer la vie de Grenoble et pour mieux vivre à Grenoble. On ne peut pas vivre dans une ville où on a toujours peur de sortir parce qu'on a peur de se faire arracher un sac. Aussi bien d'ailleurs tirer carrément comme à la Villeneuve avec des armes, alors que je demande en ce qui me concerne l'armement de la police municipale. Mais pourquoi ? Parce qu'en face de voyous armés, il faut quand même avoir quelque chose. J'ai une expérience professionnelle dans la sécurité parce que j'étais fonctionnaire de police depuis 1982 sur Grenoble. Et j'ai donné mon expérience professionnelle. On en a tiré des conclusions. Et on a vu une grosse dégradation de la délinquance sur Grenoble sur les 10 dernières années, où on a une délinquance de voie publique qui est très importante et de plus en plus violente. Donc on en a parlé ensemble et on a fait nos propositions. En 2014, Mireille Dornano avait fait campagne avec le Front National et avait récolté 12,56% des voix au premier tour et 8,53% au second. Qui a dit que culture et mobilité ne pouvaient pas aller ensemble? C'est ce que démontre le SMAG. Depuis plusieurs jours, les abris voyageurs du centre de Grenoble font peau neuve. C'est le cas des arrêts autour de la place Victor Hugo qui mettent désormais à l'honneur l'écrivain et poète, une première en France, Loïc Cogniet. C'est l'un des endroits qui concentre le plus de monde chaque jour dans le centre-ville de Grenoble. La place Victor Hugo est un carrefour majeur de la capitale des Alpes et vous vous en êtes peut-être rendu compte ces derniers jours en y passant. Ces différents arrêts de tram et de bus se sont offerts un petit relooking, une rénovation pour célébrer aussi et surtout l'homme qui lui a donné son nom. L'idée, c'est d'honorer Victor Hugo. Tout le monde prend un arrêt à Victor Hugo, mais peu de gens savent vraiment qui était et quel était ce grand personnage. Ici, l'idée aussi, c'est de rentrer dans un roman, c'est-à-dire que l'intégralité de l'abri est habillée d'une typographie, une sorte de dentelle typographique, à la fois transparente mais à la fois lisible. Donc on peut, quand on prend son tram tous les matins, se lire l'intégralité du roman, morceau par morceau. Chaque arrêt de bus et de tram est là pour mettre en avant l'homme politique, le poète, mais aussi le romancier qu'était Victor Hugo. On peut ainsi y retrouver certains de ses discours, des poèmes et donc l'intégralité de l'un de ses romans. Une chose est sûre, l'initiative interpelle et ne laisse pas indifférents passants comme voyageurs qui se prennent au jeu de la lecture. Si on a du temps à perdre
Ou si on est intéressé, eh ben, ma foi, pourquoi pas. Je trouvais que c'était un petit peu ardu au premier abord. Ah, je trouve que c'est une très bonne idée, c'est rigolo, ça m'a fait rigoler parce qu'on voit écrit tout serré, là, on dit mais c'est quoi cette histoire-là? Et puis j'ai tourné là, puis j'ai vu l'homme qui rit, j'ai dit ah bah d'accord, ah bah ouais Victor Hugo, l'homme qui rit. Je pense que c'est une idée qui pourrait être transposée dans d'autres villes ou dans d'autres arrêts de tram. Eh ben, c'est plutôt pas mal, ouais. En plus, c'est joli. En espérant que ce ne soit pas arraché et tagué et compagnie, ouais. Puis après, il faut lire. J'ai dit on arrive là, on ne sait pas où, c'est un peu touffu, c'est trop écrit petit, donc c'est difficile. Vous m'avez dit qu'il était entièrement écrit là, j'ai peine à le croire, que ça tient tout sur les quelques panneaux là. Parce que c'est épais comme roman quand même. Et pourtant c'est bien le cas, et si pour l'instant le roman comme ses différents écrits sont retranscrits de façon provisoire par l'intermédiaire d'un sticker, l'ensemble des différents textes sera bientôt sérigraphié définitivement, de quoi occuper plus d'un moment dans l'attente de son tramway ou de son bus. En tout, ce sont 15 abris voyageurs autour de la place Victor Hugo qui ont été rénovés. Depuis le 30 janvier, le magasin des Horizons accueille l'exposition « J'ai tué le papillon dans mon oreille », une exposition de l'artiste guadeloupéenne Minia Biabiani, avec qui il sera question de pensée écologique dans le monde caribéen. Une exposition à voir jusqu'au 7 juin, découverte avec Laurie Baillet. Minia Biabiani est une jeune artiste guadeloupéenne qui pense l'écologie au-delà de l'Occident. Avec son exposition « J'ai tué le papillon dans mon oreille », l'artiste propose une traversée sonore et physique, un voyage vers le monde caribéen pour reconnecter l'humain à son environnement, à la terre. Quand on parle d'écologie décoloniale, c'est à la fois parler de l'histoire coloniale et de la situation de la Guadeloupe aujourd'hui, mais aussi de parler de tous les enjeux écologiques qui traversent notamment ce territoire-là, mais pas que, et comment est-ce que ces deux notions-là sont vraiment très importantes aujourd'hui, à la fois pour Minia, mais aussi pour toutes les personnes qui vivent en Guadeloupe, et c'est comment mettre en partage ces récits qu'on connaît peut-être moins bien du point de vue de la métropole aujourd'hui. Minia Biabiani confectionne ses installations à partir de matériaux pauvres, feuilles de bananier, brins de bambou, conques de lambis tranchés, et mêle des paroles, des images et des sons. On retrouve dans cette exposition beaucoup d'éléments qui évoquent, qui rappellent la présence des cultures de bananiers en Guadeloupe. Ce n'est pas une espèce endémique, elle a été importée par les colons en Guadeloupe et donc ensuite cultivée de manière intensive. Ça fait partie des deux principales monocultures qu'il y a aujourd'hui en Guadeloupe, donc la culture de café et la culture de banane. Donc ça vient vraiment interroger sur le rapport qu'on a aujourd'hui au territoire de la Guadeloupe et de poser aussi la question de qu'en est-il aujourd'hui de cette histoire coloniale dont on ne parle peut-être plus forcément. Minia Biabiani participe depuis 2011 à plusieurs expositions collectives et personnelles, notamment en France, en Allemagne, en Suède, en Colombie, au Mexique et au Costa Rica. Pendant les vacances scolaires, le magasin des Horizons propose un atelier vacances générales à destination des 7-12 ans. Le prochain sera mercredi 4 mars de 14h30 à 16h30 sur réservation. Le ski de randonnée a le vent en poupe, une bonne façon de profiter des plaisirs de la neige et de la glisse en dehors des sentiers damés et surtout plus écolo puisque c'est à la force des cuisseaux et pas des remontées mécaniques que l'on s'élève vers les sommets. Pour s'initier en douceur et en toute sécurité, la station de Champs-Rousses propose plusieurs itinéraires dont un en nocturne. Loïc Cognier. La nuit commence doucement à tomber sur la station de Champs-Rousses, mais la journée n'est pas finie pour autant. C'est à ce moment-là qu'il est possible de partir en randonnée sur l'une des pistes du domaine pour finalement rallier la fameuse croix de Champs-Rousses, une activité qui depuis son lancement est plébiscitée par le plus grand nombre. On voit qu'on a un afflux de plus en plus important de ski de randonneurs. Du coup, pour nous, pour un aspect sécuritaire, bien évidemment, on essaye de concentrer ces flux sur un itinéraire qui part de Champs-Rousses-Recoin 1650 et qui va jusqu'à la croix de Champs-Rousses à 2250 mètres d'altitude. Là, on peut le voir déjà ce soir, on a croisé une dizaine de randonneurs. Donc c'est une pratique qui se démocratise. Les gens souhaitent, après le travail, faire une petite déconnexion et venir se faire 600 mètres de dénivelé, venir profiter de la vue avec une vue panoramique sur la station de Champs-Rousses et une vue plongeante sur Grenoble. Donc voilà, c'est vraiment magnifique avec les étoiles et on est seul au monde, c'est vraiment un super produit.
Pour la station, l'initiative est donc un immense succès, une réussite à encadrer et qui a pour enjeu principal évidemment la sécurité des randonneurs tout au long de leur ascension ainsi que de leur descente. On a créé cet itinéraire où on garantit que de 18h à 22h, il n'y a pas de damage au treuil. On va pouvoir rencontrer peut-être une dameuse ou un scooter, des services techniques, mais on ne va pas rencontrer de dameuse avec le treuil. Il est donc possible d'emprunter cette piste avec des skis de rando, des raquettes, de bonnes chaussures, mais pas seulement. Moi, c'est un peu particulier parce que je suis snowboarder et du coup, pour monter en randonnée, avant c'était les raquettes et aujourd'hui, la démocratisation du splitboard, ça nous ouvre un beau terrain de jeu. En fait, c'est un snowboard de randonnée. On sépare la planche en deux pour la montée. On a des pots de phoque comme en ski de randonnée. Et à la descente, on rattache les deux morceaux entre eux pour former un snowboard en fait. Cette activité a été primée par les trophées du ski de rando et vient d'être reconnue comme le plus bel itinéraire de France. Une récompense qui met un peu plus en lumière un loisir qui, à n'en pas douter, attirera encore cette année de nombreux adeptes. C'est la fin de ce JT. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.